Alors maintenant, on va essayer d'avoir l'image, avec un peu de chance. C'est-à-dire, C'est un peu compliqué ce soir, hein, la technique, mais on va y arriver. Monsieur de Cesbron, bienvenue, merci d'être avec nous. Vous êtes bonsoir. l'avocat de l'UNADFI, l'Union Un des nationale des avocats, associations de défense des familles et de l'individu victime des sectes, oui. qui est une association française fondée en 1982, reconnue d'utilité publique en 1996. Elle a pour but de prévenir les agissements des groupes, mouvements et organisations à caractère sectaire, ainsi que de défendre et d'assister les familles et l'individu victimes de groupes, mouvements ou organisations à caractère sectaire, quelle que soit leur appellation, leur forme et leur modalité, Tout à fait. portant atteinte aux droits de l'homme et aux libertés fondamentales définies par la Déclaration universelle des droits de l'homme. Elle regroupe et coordonne les associations de défense des familles et de l'individu, les ADFI, et tout ça, c'est un paragraphe de Wikipédia. Les actions C'est de ces vrai. associations concernent historiquement l'Église de l'Unification, aussi appelée la secte Moon, l'Église de Scientologie, la famille, aussi appelée les enfants de Dieu, l'Association pour la conscience de Krishna, la méditation transcendantale et les écoles Steiner. Depuis 40 ans, ce travail a suivi les modes et les dérives sectaires qui aujourd'hui ont très souvent une connotation santé-bien-être. Et notre invité de ce soir, avocat, donc, est en charge d'une action en justice contre Thierry Casasnovas, qu'on connaît bien sur cette chaîne, pour l'exercice illégal de la médecine et de la pharmacie, mais aussi contre Cyril Ladan, alias Loup Blanc, gourou chaman accusé par au moins 6 adeptes de viol, agression sexuelle et abus de faiblesse. J'ai résumé très vite et maintenant je vous donne la parole. Est-ce que tout Écoutez, est... voilà, je suis effectivement avocat, ce qui est une bonne chose. Je suis un des avocats en réalité de D'accord. l'UNADFI. Vous vous doutez bien que je ne suis pas seul à représenter cette association et à m'occuper de ce sujet en France. Néanmoins, il est vrai que c'est un de mes sujets de compétence et que j'exerce dans ce domaine depuis maintenant une bonne dizaine d'années. Donc, j'ai suivi un certain nombre de dossiers. J'ai vu un certain nombre de gourous condamnés par différents tribunaux et je suis encore actuellement de nombreux dossiers qui se trouvent à l'instruction ou en phase d'enquête préliminaire, un peu partout en France d'ailleurs, sur ce sujet. Euh, je tiens à signaler d'ailleurs que le cœur de l'activité d'un avocat qui s'occupe de ce genre de dossier ne se trouve pas nécessairement et uniquement en droit pénal. Il y a aussi tout un aspect qui est assez important en matière de droit civil, de droit de la famille notamment, lorsque Mhm. des familles, des couples se déchirent, lorsque vous avez un des parents qui fait partie d'une communauté sectaire et que l'autre n'en fait pas partie, vous pouvez avoir des difficultés de droit de visite et d'hébergement, d'autorité parentale autour des enfants. Vous pouvez être amené à gérer des divorces, des séparations Mhm. ou des problèmes liés à ce genre de contentieux. Donc j'ai un contentieux effectivement qui est assez large finalement et qui touche de nombreux domaines du droit. Alors, on va revenir juste à l'UNEDFI en tant que telle. Bon, Oui. j'ai évoqué un peu sa mission, mais est-ce que vous pouvez nous développer un petit peu c'est quoi les compétences de l'UNEDFI? Qu'est-ce qu'elle fait, cette Alors, asso? l'UNADFI est une association loi de 1901, donc qui a été créée, comme vous l'avez dit, il y a maintenant un certain nombre 40 d'années, ans cette année. 40 ans effectivement, et qui a pour avantage et particularité, un peu comme le CCMM, c'est-à-dire qu'il y a d'autres associations qui s'occupent de ce genre de problèmes en France, mais l'UNADFI a pour particularité d'avoir justement des points locaux, des points de différentes ADFI Hmm. qui sont partout sur le territoire national et qui peuvent être contactés par des victimes ou par des familles de victimes et qui vont faire le relais pour faire remonter des informations, des préoccupations auprès de l'UNADFI qui va surtout avoir pour objectif d'abord de référencer tous ces témoignages et puis d'essayer d'aider concrètement en mettant en relation les victimes ou les familles de victimes, soit avec des juristes, des avocats ou autres, ou des psychologues pour les aider dans les difficultés qu'elles peuvent rencontrer. Et à l'occasion également, être en relation avec évidemment les autorités judiciaires, directement les parquets, le procureur de la République, ou les enquêteurs dans certains cas,
Et parfois aussi, c'est vrai que l'UNADFI et surtout les ADFI locales travaillent beaucoup avec les renseignements, les anciens renseignements généraux, c'est-à-dire les renseignements territoriaux aujourd'hui, de façon à échanger des informations autour de communautés ou d'individus qui peuvent faire l'objet d'une forme de surveillance, ou en tout cas lorsqu'elles reçoivent des informations préoccupantes venant d'individus, de personnes qui se sont adressées à elles. D'accord. Alors du coup, on vous voit l'image, mais c'est frisé, mais au moins on voit à quoi vous ressemblez. Mais ça ne bouge pas, Voilà. c'est pas très grave, le son m'a l'air correct. Bouger. Donc voilà, il y a un maillage sur le territoire et les gens peuvent contacter l'ADFI en allant sur Google, en tapant ADFI et le nom de leur ville. Moi j'ai une question de vocabulaire à vous poser parce que la Miviludes, notamment, ne parle plus de secte, mais parle de dérive sectaire. Pourquoi ? Et est-ce que c'est gênant si nous, les sceptiques zététiciens, les gens qui râlons, on utilise le mot secte ? Ou est-ce qu'il faut qu'on arrête de l'utiliser ? C'est à la fois gênant et pas gênant. C'est à la fois un problème et ça n'en est pas un. Dans la mesure où, pour être tout à fait clair, de toute façon et d'un point de vue juridique, il n'y a pas de définition légale du terme de secte en France. Donc, définir une communauté comme étant une communauté sectaire ne veut, au stade du droit, ne veut rien dire en réalité. Une communauté sectaire ou des individus faisant partie d'une communauté sectaire ou un gourou va être stigmatisé par le droit parce qu'il va commettre des infractions, il va commettre des délits qu'il va s'agir de définir et de pouvoir porter éventuellement devant les tribunaux. Donc, une secte en soi, si vous voulez, n'a pas de signification propre. Le terme de secte renvoie plus à une notion religieuse de croyance et donc d'appréhension assez compliquée et sans doute trop complexe pour le droit pour être utilisé dans le cadre de procès. Et on ne peut pas condamner quelqu'un parce qu'il fait partie d'une secte. Ça ne voudrait absolument rien dire de tout ça. Donc c'est pas un terme qui appartient au juridique. Non. Au droit. Il n'a pas été défini par aucun texte de loi, même la loi, on va peut-être en parler, mais une des lois de référence en matière de dérive sectaire ou de lutte contre les sectes, c'est la loi Abou-Picard de juin 2001. Et le terme de secte, dans cette loi, n'a pas été défini parce que le législateur a choisi justement de ne pas le faire, parce qu'il a estimé que le terme était trop compliqué d'appréhension, et il a préféré stigmatiser des délits, c'est-à-dire des actes positifs, plutôt que d'essayer de définir quelque chose qui échappait à toute forme de compréhension finalement d'un point de vue juridique en tout cas. Et donc parce que c'est pas caractérisé juridiquement, on ne peut pas nous reprocher juridiquement de l'utiliser. Alors effectivement, et c'est pour ça que oui, vous pouvez utiliser le terme de secte, et là il y a eu des tribunaux évidemment qui ont eu à s'exprimer sur des questions notamment de diffamation à ce propos, et souvent il a été jugé que le terme de secte en lui-même, ne recouvrant pas un terme juridique, ne pouvait pas faire l'objet finalement d'un propos qui était diffamatoire en soi. Donc, alors, il faut faire attention parce que la jurisprudence peut être mouvante, il y a des décisions qui peuvent être contraires, mais en tout cas, oui, c'est un terme a priori qui n'ouvre pas de voie à la critique, normalement. Voilà, donc, parce que dans la mesure où le mot dérive sectaire est le terme que la Miviludes a choisi d'utiliser, on ne savait pas trop, nous, s'il fallait qu'on suive ou pas, donc on peut parler de secte, mais c'est vrai que c'est quand même un peu stigmatisant, il faut admettre. C'est un terme généraliste qui peut être employé. Le tout est de ne pas faire d'attaque, mais vous ne le faites a priori pas dans vos émissions de toute façon.
Voilà, vous ne faites pas d'attaque ad hominem, que ce soit pour des individus ou pour des communautés. À ma connaissance, en tout cas, je n'en ai pas entendu, Non. parce que je suis un auditeur attentif. Ah bah ça va. Alors, Pour- avant de passer aux deux avoir- affaires que j'en connaisse, Casas Novas et Cyril Adam, je voulais te dire un mot parce que vous avez plaidé contre Claude Sabat dans une affaire Oui. qui avait retenti beaucoup. C'était il y a maintenant 6-7 ans, je crois, je ne sais plus, c'était 2015. Oui. Donc disciple de Guy Claude Burger ou Burger, Oui. praticien de la biologie totale des êtres vivants. Est-ce que voilà, vous pouvez nous résumer juste en 3 minutes qu'on comprenne quelles étaient la problématique de départ, comment vous êtes arrivé à instruire l'affaire, enfin en tout cas à travailler dessus, et puis les conséquences, les verdicts. Alors, Claude Sabat était un ancien médecin qui proposait, qui avait fait surtout le choix de faire du commerce autour d'une pratique dont il était a priori convaincu, qu'il appelait la biologie totale, donc des êtres vivants, qui consistait à dire qu'il n'existait pas de maladie en soi, et que, alors non, parce que ça c'est plus Casasnovas qui dit qu'il n'y a pas de maladie en soi. Pardon. Ouais. Pour Claude Sabat, il s'agissait de dire que les maladies, en réalité, étaient le stigmate d'un conflit qui n'avait pas été résolu. Que ce soit un conflit que l'on n'avait pas réussi à résoudre dans son enfance, ou même, disait-il, dans des vies antérieures éventuellement. Et que donc, à partir du moment où on trouvait ce qui était à l'origine de ce conflit, eh bien, on trouvait finalement l'origine de la maladie, et la maladie pouvait se résorber, se guérir d'elle-même. Évidemment, il y avait là un risque qui n'a pas manqué malheureusement de se réaliser sans doute à d'autres occasions, mais malheureusement en tout cas pour un homme qui était atteint d'un cancer de la prostate, et qui, en suivant justement les bons conseils de Claude Sabat, a arrêté toute forme de traitement euh, de thérapie classique, et est malheureusement décédé en ayant subi dans les derniers mois de sa vie des souffrances absolument terribles, et en se rendant compte, malheureusement dans ces derniers mois, alors que plus rien n'était possible pour lui, eh bien qu'il avait suivi, alors il a défini un escroc, mais en réalité un gourou, et qu'il s'était trompé, mais que son erreur lui avait coûté la vie. Et sa femme avait décidé, dans un premier temps, de contacter l'UNATFI, et l'UNATFI, avec cette femme, avait porté cette affaire devant les tribunaux. Cela avait abouti alors devant le tribunal correctionnel de Montpellier, où j'avais défendu les intérêts de l'UNATFI. Et ce qui était assez intéressant avec ce dossier, c'est que de nombreuses infractions n'avaient pas pu malheureusement être objectivées. Hem, il n'y avait pas exercice illégal de la médecine, parce que Claude Sabat ne donnait pas de conseils particuliers à des individus directement. Il ne faisait que des conférences, il ne faisait qu'enregistrer des, mmh, des propos sur des cassettes qu'il vendait dans le commerce, et en réalité, ses adeptes écoutaient ces cassettes à longueur de journée, mais il n'était pas en contact direct avec chacun de ses adeptes, et en tout cas, il n'avait pas été en contact direct avec ce pauvre monsieur en particulier. Donc il n'y avait pas exercice illégal de la médecine, enfin, il n'y avait pas non plus mise en danger malheureusement de la vie d'autrui, il n'y avait pas hem, homicide par imprudence. Et par contre, ce monsieur Claude Sabat a pu être condamné pour publicité mensongère. Ok. Alors, ça peut faire sourire si l'on retient la distance qui existe entre le drame qu'avait subi cette famille, et la trivialité peut-être un petit peu de l'infraction, Mhm. mais le tribunal a vraiment voulu stigmatiser l'attitude de Claude Sabat en le condamnant, alors même qu'il n'avait jamais été condamné jusqu'à ce jour. Il l'a condamné à la peine maximale prévue par le texte, donc à de la prison ferme, et également au maximum prévu au titre de l'amende. Et ce qui était sans doute une première en France pour un C'est ça. primo-délinquant sur une publicité Donc ça, mensongère. ça a quand même fait Euh, date, cette condamnation. oui, tout à fait. Oui, 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 oui. Oui, évidemment, ce qui a été condamné, c'était justement
justement l'aspect sectaire et le fait qu'il y avait cette notion d'emprise de Claude Sabat sur l'ensemble de ses adeptes et de l'ensemble de ceux qui avaient pu l'écouter et l'entendre au travers de ses vidéos, de ses conférences et de ses cassettes. À Voilà. l'époque, c'était des cassettes, beaucoup de cassettes VHS. Donc pour dire voilà, Euh, que le travail paye, entre guillemets, il y a des gens... parce qu'on on a l'air un peu démunis, on se dit, on est là, on court après les gens, on sait qu'il y a une asymétrie, on sait que c'est plus facile de dire des bêtises que d'expliquer pourquoi c'est pas vrai, qu'ils sévissent pendant des années, et on a beau témoigner ou tirer la sonnette d'alarme, il se passe encore 3 4 5 10 ans avant que Sûr. des choses... Mais malgré tout, à la fin, il y a quand même des choses qui peuvent se passer. On a des résultats et on a la chance en France d'avoir quand même un système juridique, judiciaire, qui est assez bien fait et relativement en avance par rapport à d'autres pays, notamment en Europe, où d'ailleurs la France a été souvent prise comme exemple en cette matière-là particulière, puisque, je l'ai dit, hein, on a la loi Boupicard depuis 2001 qui a reformulé un petit peu ce qui est aujourd'hui le délit d'abus de faiblesse, qui est probablement le délit phare qui va être utilisé dans tout ce type de procès. L'abus de faiblesse, c'est d'utiliser des techniques, des stratégies pour eh bien, mettre quelqu'un dans un état d'emprise et que cet état d'emprise va le conduire à faire des actes gravement préjudiciables pour lui ou pour les tiers. Euh, et cette notion, alors, elle est peut-être compliquée d'appréhension parce que elle fait appel à des notions de psychologie. Il est évident qu'il faut faire appel à des experts psychologues, des experts psychiatres qui doivent venir objectiver la notion d'emprise, la notion d'état de faiblesse des individus. Et puis, il faut expliquer aussi les stratégies et les techniques qui sont mises en place. Mais ce travail peut être fait. Et au travers de ce travail-là, on arrive aussi d'ailleurs à faire beaucoup de pédagogie auprès des magistrats et à obtenir des résultats et des condamnations. Alors, pour ce délit spécifique, il faut savoir que malheureusement, les peines d'emprisonnement ne sont pas forcément très, très importantes, puisqu'aujourd'hui, on en est à 3 ans d'emprisonnement pour le délit d'abus de faiblesse. Mais bon, on peut espérer peut-être une évolution prochaine de la législation de ce point de vue-là. Et puis surtout, au travers de ce délit, à partir du moment où il est déterminé, objectivé, eh bien, on peut expliquer des agissements plus graves aussi qui se produisent à l'intérieur de certaines communautés, comme des agressions sexuelles, comme des viols, Ça, on va y venir lorsqu'on va comme des évoquer délits les deux financiers. affaires que vous avez, enfin, qui sont en cours. Mais avant Oui, d'arriver là, au contenu, parce que là, euh, on n'a pas 2 heures, oui, le j'ai il, une mais question un petit peu en biais, une question, malheureusement, c'est pas vous qui êtes la personne la mieux à même d'y répondre, mais je peux pas ne pas la poser. Parce que l'UNEDFI rassemble un ensemble dites-moi. d'associations, et il y a notamment l'ADFI d'Île-de-France, qui, par l'intermédiaire de sa page Facebook nommée Bénévole ADFI Action Antisecte, qui est la plus grande, en plus, page du réseau UNEDFI, a un comportement que je ne vais pas qualifier parce que je ne veux pas de procès. Mais cette page fait la guerre au véganisme et même au végétarisme en multipliant les blagues, les propos injurieux, les caricatures, les excommunications. Et par exemple, moi-même, c'est-à-dire que moi, ils m'ont bloqué sur Facebook en début du mois, alors que je partageais un contenu où ils diffusaient un témoignage de rescapés des sectes, donc qui n'avait rien à voir. Mais je m'étais opposé à leur rhétorique dogmatique, autant dire stupide, contre le véganisme et le végétarisme. Alors, évidemment, il y a plein de dérives sectaires qui passent par des discours où on met en place des restrictions alimentaires, donc c'est pas totalement stupide. Mais leur attitude à eux me paraît extrême, donc je me tourne vers vous pour vous dire, est-ce qu'un comportement quasiment sectaire de la part d'une association anti-secte, est-ce que c'est normal Et ce que vous en pensez, si jamais vous avez un avis. Et je m'excuse de vous poser la question à vous, mais je vous l'ai sous la main, donc je le fais. Je dirais d'abord que tout comportement dogmatique porte en germe des risques qu'on peut retrouver dans certaines communautés sectaires, c'est certain. Donc, de toute façon, tout dogme reste à éviter, selon moi en tout cas. Et ce qui est tout à fait certain, c'est que les ATSI, en général,
et l'ADFI Île-de-France en particulier, n'ont pas pour vocation à, être contre les sectes. Leur première vocation est d'aider les victimes. Donc, stigmatiser une pratique, une autre de façon générale, tenir des propos généraux justement sur telle ou telle pratique, façon d'exercer ou ce genre de choses, à mon avis, est un peu dangereux et en tout cas ne correspond peut-être pas bien au rôle que devraient se fixer des associations qui ont pour vocation d'aider les victimes. Sans doute faut-il se recentrer vers le but principal de leur, Oui. ce qui devrait être le cœur de leur mission. Voilà. Ben, je vous remercie pour cette réponse. En tout cas, mon message à moi est passé. C'est un avis personnel, bien entendu. J'entends bien, mais voilà, on a quelqu'un de la structure qui répond. Vlad. Alors, pour Casas Novas, voilà, rapidement, c'est vous qui instruisez, qui portez plainte. Je voudrais savoir. Non. Non, ah bah, vous allez dire. Du coup, très bien, tant mieux. Je n'instruis rien. Non, pardon, mais vous êtes plaignant. Vous êtes les représentants des plaignants. Oui. D'accord. Alors, je voudrais savoir. De l'UNADFI dans ce dossier. D'accord. De l'UNADFI dans ce mais dossier. Bon, je vais quand même poser mes questions. En gros, combien est-ce qu'il y a de plaignants? Est-ce qu'il y a des victimes et elles sont victimes de quoi? Et comment ça s'est déclenché cette affaire? Alors, je ne pourrais pas vous dire infiniment de choses étant tenu et soumis, bien entendu, au secret de l'instruction, au secret de l'enquête. Ce que je peux vous dire, c'est qu'une plainte avait été déposée initialement, effectivement, par l'UNADFI et que cette plainte avait pour objet essentiel, ce qui n'est un mystère d'ailleurs pour personne, l'exercice illégal de la médecine, notamment l'exercice illégal de la pharmacie et l'abus de faiblesse. Parce que l'UNADFI avait reçu de nombreux témoignages, et d'ailleurs elle n'avait pas été la seule. Là aussi, c'est quelque chose qui est connu. C'est même quelque je chose rappelle qu'il y a plus de 400 signalements à la Miviludes, hein, c'est ça hein? C'est ça, c'est quelque chose qui avait été revendiqué par M. Casasnovas lui-même dans ses dernières vidéos. Il avait dit qu'il était la cible principale de la Miviludes. En réalité, il n'est la cible de personne. Ce sont simplement des gens qui sont venus porter le témoignage, soit de membres de leur famille, de proches, qui ont eu à subir les conséquences, tout simplement, d'avoir suivi les préceptes, finalement, de ce monsieur, qui a été, à une époque en tout cas, extrêmement prolixe sur Internet, en fournissant à la plateforme YouTube, je crois quasiment, on pourrait dire, une vidéo par jour, à une époque en tout cas. Oui, avec des dizaines de millions de vues. Et ça, ce que je dis, c'est important, c'est pas la Miviludes qui s'acharne 400 fois sur lui, c'est 400 personnes différentes qui viennent dans la Miviludes parce que c'est elle qui a les ressources pour colliger, collater tous ces témoignages. Donc, mais lui, évidemment, il va se victimiser en disant que les puissants veulent le faire taire. Oui, je note d'ailleurs que ce monsieur est toujours en capacité d'exercer son commerce aujourd'hui, ce qui n'est d'ailleurs ni interdit ni un mal, hein, mais pour quelqu'un qui a été à ce point, qui a dû subir l'inquisition du gouvernement et de tous les outils qui pouvaient être à sa disposition, je trouve que finalement aujourd'hui, il est relativement libre à la fois de ses propos et de son activité et de son commerce. Donc, ça, c'est pour l'instant, oui. Alors, qu'est-ce qu'il risque, M. Casasnovas, dans cette affaire? Eh bien, il risque que, en tout cas pour le moment, l'enquête se poursuive et que l'instruction se poursuive et qu'il soit condamné pour les délits ou plus, mais je crois les délits pour lesquels un juge d'instruction pourrait le renvoyer devant un tribunal correctionnel. Je ne peux pas vous dire beaucoup plus que ça. Il risque les peines de prison qui sont éventuellement prévues au titre, si toutefois ces infractions sont retenues, il risquerait
tout simplement les peines de prison qui sont mentionnées au titre Mais de nous, on ne les connaît l'infraction. pas, on n'est pas juriste. Alors, c'est quoi? C'est 6 mois? C'est On, 20 ans? on est sur des, non, non, on est sur des peines maximum qui sont de l'ordre de 5 ans pour les plus importantes D'accord. Et c'est cumulable? dans ce genre de délit. Non, en France, non, non. En Oui. France, ce n'est absolument pas cumulable. Bah non, Jamais. aux États-Unis, c'est différent. Est-ce qu'on a une idée, est-ce que ça rentre en ligne de compte, les revenus qui sont engendrés par cette activité et les canaux par lesquels ça passe? Pas vraiment, non, pas au titre de, de- de la qualification des délits ou Parce des que infractions qui sont typiquement, ça, on peut en dire un mot maintenant, rapidement. Lorsqu'on fait tomber un gourou, c'est souvent pour des questions d'argent, parce que ça, on peut tracer, ça c'est factuel, Ouais. et ça c'est opposable. Alors que lorsqu'on a des gens qui disent bah, j'ai été abusé mentalement, physiquement, c'est beaucoup plus dur de prouver. Donc dans l'affaire Casas Novas, il n'y a pas cet aspect financier ou d'abus ou de fiscalité Alors, illégale. il y a, que ce soit dans l'affaire Casasnovas ou dans d'autres dossiers, la question financière peut exister sous différents aspects. Euh, Elle ne vient pas stigmatiser en particulier une infraction particulière. Néanmoins, il peut y avoir des poursuites. Je ne dis absolument pas que c'est le cas, qu'on soit bien clair dans le dossier Casasnovas, mais il peut y avoir des poursuites en matière fiscale pour des délits spécifiques de non-déclaration, ce genre de choses, enfin, ou travail dissimulé aussi également. L'aspect financier peut avoir une répercussion au niveau aussi des dommages-intérêts que serait amené à verser à l'issue du procès celui qui est condamné et qui sera amené à le verser aux différentes parties civiles qui se sont constituées aux différentes étapes du procès, de la procédure. D'accord, parce que moi, pour les infos que j'ai sur les années d'activité, c'est quand même, on est dans l'ordre de plusieurs millions, voire de la dizaine de millions d'euros hein, engendrés, encaissés par M. Casasnovas et ses structures autour de lui. Donc, c'est quand même beaucoup d'argent. Je crois pouvoir dire que d'habitude, vous êtes quelqu'un d'assez bien informé. Et bah, je vous remercie. Donc voilà, donc on en est là de l'affaire. Est-ce qu'on peut avoir une idée du calendrier et de comment ça va se décanter? Non. Et C'est ça, beaucoup. Bah oui. ce n'est pas une question, ce n'est pas une question de secret de l'instruction ou du secret de l'enquête. C'est que je ne sais pas quel peut être le Oui. calendrier du juge d'instruction dans ce genre, enfin dans ce dossier en particulier ou dans les autres dossiers que j'ai à traiter. En général, par contre, ce que je peux vous dire, c'est que ce sont des dossiers qui sont particulièrement longs. Euh, En général, on a affaire à des dossiers longs en matière criminelle parce que les infractions sont particulièrement importantes. Là, c'est un autre problème. Ce sont des dossiers qui sont longs à traiter parce qu'il y a beaucoup de personnes à entendre, qu'il y a beaucoup de recoupements à faire au niveau financier également, Mhm. mais que souvent les investigations sont compliquées aussi par la nécessité de devoir passer par de nombreuses expertises, de contre-expertises en matière psychologique pour que chacune, ou en tout cas un certain nombre de victimes, puissent être entendues et qu'on puisse objectiver justement la notion d'emprise aussi. Donc ce sont des instructions, des enquêtes qui sont particulièrement longues, qui peuvent durer 2 à 3 ans D'accord. dans ce genre de dossier, et ce ne serait pas ce ne serait pas une surprise que ce soit le cas dans Alors, ce dossier particulier. nous, on a suivi l'affaire de Monsieur Grimaud qui est attaqué pour Oui. harcèlement. On s'était déplacé au tribunal, on va y retourner, c'est prévu. Ah, je crois que c'est février. Voilà. L'affaire Casas Novas, lorsqu'elle passera au tribunal, on sait où ce sera? Ce sera à Perpignan, là où il habite? En principe, oui. Oui, oui, tout à Ouais, fait. donc ça fait un peu loin pour venir couvrir l'affaire, même si c'est intéressant. Je suis pas sûr qu'on ira jusqu'à là-bas pour. Mais bon, au cas où, je serais intéressé de savoir. De toute Faut le façon, tenir ce au devrait courant, être hein, s'il vous plaît. public. Ce devrait être public. Oui, Si toutefois encore ça aboutit, hein, je ne sais pas, et ce espérons n'est quand même. pas un jugement de ma part, et je ne veux pas que ce soit pris comme ça. Mais ce genre de dossiers, en tout cas, lorsqu'ils arrivent aux audiences, sont en général publics. Euh, et, euh, et je pourrais de toute façon vous tenir au courant une fois que l'instruction sera Oui, terminée et qu'on en connaîtra les résultats. Et voilà, que
qu'il n'y aura plus cette pesanteur ou cette nécessité, en tout cas, de respecter certaines Dans obligations. le chat, les gens me disent, mais Perpignan, c'est sympa. Je connais, je suis venu une fois, mais je sais pas, c'est loin. C'est C'est loin. très sympathique et peut-être trouverez-vous une bonne âme qui pourra vous inviter. C'est très gentil. Alors, l'affaire Cyril Adam. Je n'ai pas dit que ce serait moi. Non, mais je ne. Vous vous défendez beaucoup, monsieur l'avocat, de ce qu'on pourrait interpréter dans vos paroles. C'est bien, c'est très prudent, c'est presque zététicien. L'affaire Cyril Adam, donc, en 2 mots, on n'a pas du tout traité ça, nous, j'ai pas vu à part peut-être des chaînes comme Acculte ou peut-être l'Extracteur qui s'intéressent à ça, mais je suis pas sûr. J'ai pas vu le dossier traité dans la sphère sceptique. Donc c'est vraiment un truc qui a émergé purement dans le cas voilà, de la Mivilude et seulement dans l'Unetfi. Est-ce que je crois qu'il est en prison, ce monsieur? Il est passé en prison. Oui, Qu'est-ce que c'est cette affaire et en quoi elle est intéressante ou particulièrement parlante sur votre travail? Alors, elle est intéressante. Bon, le contexte est relativement commun. Enfin, finalement, on a affaire à quelqu'un qui se revendique comme étant chaman. Finalement, le contour de ce genre d'activité a relativement peu d'intérêt. Dans les détails, il est intéressant, bien entendu, mais autrement, pour l'aspect général, c'est plus, on va dire, le papier cadeau qui va emballer, malheureusement, le mécanisme d'emprise qui se cache finalement derrière. Donc cet homme-là se présentait comme étant un chaman avec des pouvoirs particuliers et surtout une capacité d'ouvrir les énergies des individus pour pouvoir les amener à développer une force intérieure et une estime sans doute aussi d'eux-mêmes plus importante. Donc, en tout cas, les rendre globalement, on va dire, plus heureux. La difficulté, c'est que un certain nombre de personnes, notamment des jeunes femmes, ont été amenées à accuser cet individu de les avoir violés ou agressés sexuellement à l'occasion de, des stages ou des rencontres singulières qu'elles pouvaient avoir avec lui et surtout à l'occasion d'exercices euh, qu'il avait prétexté en tout cas sur l'ouverture de chakras et des exercices tantriques. Donc, la- l'aspect un peu particulier et intéressant de ce dossier, c'est que ici, l'emprise a amené ces individus dans un état tel qu'elles ne pouvaient pas refuser les assauts finalement de cet individu et que elles étaient dans un état tel qu'elles ne pouvaient pas lui dire non et qu'elles devaient se soumettre à sa volonté propre. Ça, c'est Donc, un des stades de l'emprise. On sait qu'il y a le volet escroquerie, voilà. Il y a le côté ouais, sexuel. Et puis à la fin, il y a le pire du pire, c'est le temple solaire, c'est le suicide collectif, hein, ou le suicide, entre guillemets, voilà. Donc là, on est dans le cadre des délits dans sexuels. l'aspect sexuel. Dans quelle mesure ça représente... est-ce qu'il y a d'autres affaires qui ressemblent à ça? Parce que celle-là, on en parle parce qu'elle est en cours. Et parce qu'on a pu aller à l'étape où les témoins parlent, et ce qui est très compliqué, j'imagine, hein. Mais est-ce qu'il y a d'autres affaires dans les cartons où il y a des accusations et ça n'aboutit pas Oui, alors il y en a d'autres. Il y a d'autres affaires qui sont ouvertes, d'ailleurs, qui sont au stade de l'instruction actuellement. Des affaires même plus sordides que celle-ci, avec des actes de torture et de barbarie notamment. J'en ai une enquête en tête qui est particulièrement assez tragique. Et heureusement, ça n'a pas été plus loin que l'effet de cette gravité-là. Mais malheureusement, les délits et les crimes que l'on peut rencontrer sont à l'image finalement des perversions des gourous qui sont à la tête de ces communautés-là. Et bien souvent, les perversions sont d'ordre sexuel.
sachant que bien souvent, c'est surtout pour asseoir et affirmer leur autorité et leur pouvoir Mm. sur les autres individus, plus que d'assouvir un réel désir ou une excitation particulière. Ouais. C'est surtout pour euh, affirmer et écraser finalement l'ego et la personne de Ouais. l'autre et vraiment la, la chosifier d'une certaine façon. Vraiment en faire euh, quelque chose que l'on peut avoir à disposition et et qui pourra être utilisé à sa guise. Ouais. C'est ça qui est assez tragique, oui. Alors, j'ai une dernière question pour le juriste que vous êtes. Est-ce que en France, on a les bonnes lois pour ça? Est-ce qu'il y a un arsenal suffisant pour lutter contre les dérives, les emprises, les abus, etc. Est-ce que la France est dans la bonne gamme par rapport aux autres pays? Est-ce qu'on est pas en avance, pas en retard? Ou est-ce qu'il y a des choses à faire améliorer? Je dirais qu'on est plutôt en avance, comme je l'avais un peu dit au début, mais il y a toujours ensuite des choses à améliorer, c'est certain. Je vous ai parlé du quantum des peines qui, je crois, n'est pas suffisamment probablement coercitif pour éviter que ce genre d'individus se sentent particulièrement inquiétés pour notamment les délits d'abus de faiblesse. Euh, Mais est-ce que la peine est vraiment dissuasive? Parce que si ces gens s'il y a un peu de, comment dirais-je, de mégalomanie ou de pathologie mentale, je sais pas trop s'il faut le dire ou pas, est-ce que ça ne les rend pas totalement euh, indifférents aux peines potentielles? le problème, c'est que sorti de prison, quel que soit le temps qu'il pourrait rester derrière les barreaux, sortis de prison, ils ne pourront jamais faire autre chose, finalement, que ce qu'ils ont fait toute leur vie, c'est-à-dire poursuivre, cette activité de mise sous emprise d'autres individus. Donc, je crois que le grand progrès surtout, qui pourrait être fait aujourd'hui en France, ce n'est pas insister sur l'arsenal juridique, c'est surtout continuer d'informer, continuer de former, les professionnels, professionnels de santé notamment, professionnels bien sûr, du monde judiciaire, sur, les dangers, de cet aspect, hem qui menace vraiment l'ordre social parce que je vous ai dit que le désir propre de ces gens-là, c'était de détruire totalement une personne. Mais c'est vrai que derrière, ça veut dire qu'on a autant d'adeptes que de personnes qui ne sont plus des citoyens du monde traditionnel, de la société traditionnelle. Donc c'est un vrai enjeu aussi social, politique. Et je crois que le principal progrès qui pourrait être fait, ce serait de développer euh, au stade politique, c'est-à-dire de ne pas forcément laisser ça aux associations, mais d'avoir vraiment une volonté d'en parler, que ce soit dans les écoles, que ce soit de monter aussi des diplômes universitaires pour que des individus soient formés à ces questions-là, qu'on ait affaire à des enquêteurs qui ne pensent pas que les victimes de sectes sont nécessairement faibles Ouais. euh, à Donc l'origine. que le mécanisme d'emprise soit mieux compris et pris au sérieux, Tout à parce fait, que tout à je fait. crois que les sectes, ça concerne 500 000 personnes en France, ou c'est un chiffre plus En- grand que ça encore? Sans doute, mais je pense que ça touche infiniment plus de personnes, puisque là, on parlerait probablement des victimes directes. Ou je crois que c'est 500 000 Mais enfants qui sont considérés comme étant sous l'emprise de groupes ou d'individus sectaires. Je crois que c'est ça le chiffre. je pense qu'effectivement, le chiffre n'est. Ouais, ouais, je Ouais. pense que ça peut tout à fait Donc être. c'est un. Alors, vous m'avez parlé de la Kémad. Alors j'ai regardé. Je vous ai parlé de la Kémat, c'est La vrai. cellule d'assistance et d'intervention en matière de dérive sectaire au sein de l'Office central pour la répression des violences aux personnes et de la direction centrale de la police judiciaire. Et j'ai trouvé cette description en tapant sur Google et en fait ça m'a envoyé sur la page de Cancer Solidarité Vie.
Et ça, c'est un indice fort que les victimes, les malades du cancer sont les victimes privilégiées des dérives sectaires et que c'est des gens qui sont un peu en recherche de solutions en dehors des clous parce ils ont très peur. Et ça, je trouve Oui, que c'est extrêmement parlant de voir que, d'abord, ils sont attentifs à ça sur ce site, c'est très bien, et oui. que visiblement, voilà, il y a un vivier là de victimes à venir. Donc si vous êtes concerné par des maladies graves, sachez que les gourous euh, vous guettent, en fait, et que vous êtes dans le collimateur. Est-ce que la KEMAT, c'est là où il faut aller se renseigner lorsqu'on est victime ou qu'on a des gens autour de soi qui sont victimes? Qu'est-ce qu'on doit faire? Je suis victime de dérive, Non. ou je soupçonne quelque chose, je veux alerter quelqu'un, qu'est-ce que je fais? Alors, pas la KEMAD, puisque la KEMAD est vraiment un service d'enquête. Donc, c'est vraiment un service qui est au service justement du parquet, c'est-à-dire du procureur de la République, lorsqu'il y a une enquête préliminaire ou une instruction. Ce sont vraiment des policiers, des gendarmes qui sont là qui sont spécialement formés. Heureusement, ils sont assez peu nombreux, mais ils ont une compétence nationale et ils sont vraiment formés pour écouter les victimes et pour comprendre le mécanisme d'emprise et y faire face. Mais vous ne pouvez pas directement saisir la KEMAD, vous ne pouvez pas directement alerter la KEMAD. Alors, ce qu'il faut faire, c'est, vous avez plusieurs solutions. Vous pouvez vous adresser, bien entendu, aux associations locales, comme on les a et comme vous, d'ailleurs, vous en parlez Donc régulièrement. les Les ADFI ADFI, différentes, le le CCMM, donc le CCMM, Centre contre voilà. les manipulations mentales, le Anti-Stop, oui, GEMPI, le voilà, CAFES. exactement, le GEMPI, voilà. Également la Miviludes, bien sûr, Oui. hein, qui est dédiée à recevoir aussi ce genre d'informations, avec cette précision que la Mivilude est plus un centre qui va répertorier, qui va enregistrer les témoignages et qui n'est pas tout simplement répandue sur tout le territoire national. C'est-à-dire qu'elle n'a pas vocation à venir aider quelqu'un qui va se trouver dans l'Hérault pour l'aider dans le cadre de démarches judiciaires ou de la vie courante parce qu'elle est confrontée à une communauté sectaire. Donc elle est plus là pour enregistrer les plaintes ou les témoignages ou les inquiétudes des gens. Donc D'accord. orientez-vous plutôt, si vous cherchez de l'aide, auprès des associations et si vous cherchez à dénoncer, n'hésitez pas à saisir dans ce cas-là, bien sûr, la Mivilude. Ensuite, derrière, que ce soit les associations ou que ce soit la Mivilude, il peut y avoir des alertes qui sont adressées aux autorités, que ce soit les autorités judiciaires, encore une fois le procureur de la République, ou les conseils régionaux, ou les académies, ou l'ordre des médecins, l'ordre des pharmaciens, les ordres établis, qui peuvent être alertés par des associations ou Ouais, alors l'ordre directement des d'ailleurs par des médecins, particuliers. j'en dirais deux mots tout à l'heure, Oui. on n'a pas beaucoup, on ne les voit pas beaucoup bouger, hein, l'ordre des médecins, lorsqu'il y a des problèmes. C'est désolant, hein. C'est vrai, sans doute trop peu. Néanmoins, ce n'est pas parce que on a l'impression aujourd'hui que la situation est un peu figée, que c'est une fatalité. C'est vrai. Donc, Il faut que des médecins sensibles à ces essayons questions se présentent pour être les élus de l'ordre. il est certain en tout cas que cela ferait partie de leurs prérogatives. C'est Ça, vrai. c'est une certitude. Bon. Donc, à eux de se saisir effectivement de ces questions-là, mais en tout cas, on peut toujours les alerter, c'est toujours une possibilité, et d'essayer de multiplier les alertes lorsque l'on estime que les situations sont préoccupantes. Ben, ce n'est évidemment pas interdit. Ok. Eh ben, je vous remercie pour tout ça. Alors, juste Ça peut-être nous une a dernière éclairé. petite chose, toute petite chose Oui. que je voulais juste rajouter, euh, justement au niveau de la formation. Euh, il existe à Montpellier, alors pour cette année c'est clos, c'est définitif, c'est fait, mais pour l'année prochaine, le diplôme existera pardon, toujours. Il s'agit de diplôme universitaire justement de lutte en fait contre les dérives sectaires et d'aide aux victimes euh, de situations d'emprise, qui est diffusée par la faculté de médecine de Montpellier. De médecine, d'accord. Voilà, donc par le biais de la médecine légale en réalité. Bien sûr, ouais. Euh, voilà. Et donc,
Donc, vous allez sur le site de l'Université de Montpellier qui porte un nom, je ne sais plus comment, et Voilà. vous pouvez vous renseigner pour avoir ce diplôme. Faculté de médecine, et vous tapez diplôme dérive sectaire, faculté de médecine de Montpellier, vous trouverez ça. D'accord. Merci pour l'information. Voilà. Merci d'avoir été avec nous. Désolé pour les délais et pour les petits problèmes techniques, mais vous êtes un petit peu fautif parce que votre connexion fait que vous êtes figé. Je suis totalement fautif, et puis sans doute que les sectes y sont pour quelque chose. Dès qu'on a un problème, on accuse nos ennemis. Hein. On est comme tout le monde, hein. On a nos faiblesses. Merci beaucoup d'avoir été là. J'espère que vous avez pu dire tout ce que vous vouliez. Il ne faudra pas hésiter à repasser dans les commentaires dans les prochains jours pour répondre aux questions éventuellement des gens qui s'en poseraient, parce que nous, on n'aura pas les réponses. Mais vous, peut-être que vous les aurez si vous avez le temps. Et bon courage pour les affaires à venir. Il ne faudra pas hésiter à nous tenir au courant. On a vocation, nous, à suivre tout ça pour comprendre un peu. Et parce que comme on est au départ, parfois, de ceux qui alertent, on voit les choses, on critique les discours, et comme on est totalement incompétent par tout ce qu'il y a après, c'est bien qu'on puisse suivre ce que font ceux qui sont compétents pour rendre compte de l'ensemble, parce que c'est rassurant de voir que les affaires parfois aboutissent. Mais alerter et le faire bien, c'est pas pour vous lancer des fleurs, mais c'est déjà une compétence en soi, c'est déjà faire un travail utile, sans doute. Bon, donc, tâchons d'être utiles tous ensemble. Merci beaucoup, Monsieur Cesbron. Et bonne soirée à vous, et je lance le jingle parce qu'on va passer à la partie 3. Bonne soirée, au revoir. Merci, bonne soirée, au revoir.